Bonjour et bienvenue dans la conversation de l'Odyssée. Aujourd'hui, nous avons, qui nous fait l'honneur de venir et le bonheur de venir, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'estime et d'amitié. Euh, Tout de suite, le courant électrique est passé. C'est le chef du chœur de l'Opéra national du Rhin de Strasbourg. Euh, on dit aussi le chef des chœurs, nous on dit le chef du chœur, si tu ne vois pas d'inconvénient. Alessandro Zupardo. Bonjour, Cher Alessandro, merci d'être venu. merci à Alors, toi. Alessandro est un homme de culture, c'est d'abord un homme de bien, un homme de culture, un mélomane professionnel formidable, et aussi quelqu'un qui aime le cinéma. Et c'est la raison pour laquelle, avec lui, nous avons fait plusieurs animations des trésors du cinéma italien, et nous allons encore le faire. On aurait dû le faire au mois de novembre, début novembre, avec la fille à la valise, Oui. mais ce n'est que partie remise. Alors, cher Alessandro, je voudrais d'abord te demander, un peu comme je le fais à tout le monde, ce que tu... on a vécu maintenant 2 confinements. Oui. Avant, on pouvait dire on a vécu un confinement, maintenant on est un peu plus expérimenté. D'ailleurs, quand on dit à table, tu peux me passer le sel, maintenant il y a le vent de l'aventure qui court, hein, parce que nous sommes balafrés par les épreuves de cette époque. Euh, Tu as bien vécu ces 2 confinements? Oui, ben, par rapport au premier confinement, maintenant on a eu la chance au moins de pouvoir continuer à travailler alors que le mois de mars on était Ouais, confinés vraiment à la maison et c'était un peu difficile, surtout pour notre travail que n'est pas envisageable de le faire comme télétravail. On peut pas faire chanter les gens singulièrement parce qu'on n'a pas les droits. Et pour travailler avec les chœurs, pourquoi on n'a pas le droit, on excuse-moi, n'a pas juste. les droits parce que même dans la salle du chœur, Ouais, chaque artiste du chœur peut chanter avec un compagnon, mais on ne peut ouais. pas lui demander de chanter toute seule. Ah oui, Parce que c'est une règle, une convention qui est dans tous les théâtres du monde, hein. ah oui. Le minimum Et pour c'est dû à chanter dans le... quoi? Pourquoi? Parce que s'il chante seul, Parce que c'est un chœur Ah et oui, c'est d'accord. pas de Ouais. chanter comme Ah, soliste. je ne savais C'est pas une ça. chose qui protège aussi l'artiste de chœur à pas être complètement exposé. Ouais. Je veux dire, quand on est avec un compagnon, à deux, c'est Ouais. déjà... Mais c'est une règle qui existe depuis toujours. Et non, le problème pendant le premier confinement, c'était on a essayé de faire de la musique avec des logiciels comme Zoom, Teams, mais ça, c'est pas possible. On n'a pas les logiciels, la technologie qui peuvent nous aider. Ça veut dire qu'on est resté à la maison un mois et c'était très triste parce que, bien sûr, quand on chante, dans un chœur, on a envie de faire musique avec les autres, alors que toute seule, on a un instrument dans notre gorge, mais on ne peut pas l'utiliser vraiment. On peut travailler toute seule, mais on a résisté, c'était dur. Et cette fois-là, on a au moins l'avantage que le Premier ministre a nous donné la possibilité de préparer les spectacles, même si on ne peut pas accueillir le public. Et ça veut dire qu'on a repris peu à peu à se voir et à continuer à préparer la saison. Je dois dire, dans notre théâtre, il y a une grande attention pour la sécurité du point de vue sanitaire. Et alors, moi, dans mon rôle, j'essaie aussi de contribuer à cette chose-là. J'évite de faire des répétitions où il y a tout le monde. Le chœur de l'Opéra du Rhin. Tout le monde, c'est combien de chanteurs Voilà, ou chanteuses? le chœur de l'opéra est formé par 40 chanteurs. Oui, Et pareil. alors, mais après le premier confinement, j'ai vraiment répété avec, et par pupitre, ça veut dire 5 personnes à la fois, 6 personnes à la fois, pour observer tous les paramètres de sécurité, ça veut dire la réaction, la distance. On a même mis des divisoires en plastique pour séparer les chanteurs. Et cette fois-là, j'ai fait par pupitre aussi, mais chaque fois sont 10 personnes et maximum, si je répète avec les dames et les messieurs séparés, sont 20 personnes, 20 personnes.
C'est évident, bien évident que comme on ne peut pas maintenant un concert de Noël avec l'OPS, il faut être 40, il faut être tout le monde. Et je ferai des répétitions avec tout le monde, mais pas dans la salle du cœur, dans la salle Ponel qui est beaucoup plus grande et qui peut accueillir tous les gens en respectant les distances et cette chose-là. C'est bien. Ça veut dire, deuxième confinement, c'est comme un demi-confinement. Et le 15 décembre, on va expérimenter aussi de sortir de la maison sans avoir l'attestation dérogatoire, non, de confinement. Et ça, c'est encore un peu plus de liberté. Il faut s'adapter, comme on a vu, parfois semaine par semaine à ce qui se passe. Il y a une attestation professionnelle mais ça, vous l'avez. Oui, comment dire, le théâtre a nous donné, on a un papier sur nous tous les jours qui est valable jusqu'à 31 décembre, qui atteste que nous travaillons pour l'opéra. Ça veut dire si jamais on fait des contrôles, on a le papier. Donc vous êtes en parfaite conformité. Oui. Et alors, toi, ça me fait penser, c'est-à-dire, j'aime bien cette expression. Je connaissais le mot pupitre, bien sûr, Oui. mais par pupitre, donc par sous-groupe, quoi, en quelque sorte. Oui, dans les chœurs, il y a 4 pupitres principaux qui sont les soprani, et chez les femmes sont les soprani, les altos, et chez les hommes sont les ténors et les basses. Ça veut dire pas pupitre, j'ai fait une répétition qu'avec les ténors. Et les barytons sont dans les basses? Les barytons sont dans les basses, oui. Parce que les hommes sont quand ils sont divisés à 4, il y a ténor 1, ténor 2, basse 1, basse 2. Basse 1, c'est baryton. Et chez les dames, c'est soprani 1, soprani 2, mezzo ou alti 1 et contralti ou alti 2. Et à ce que je vois, ou plutôt à ce que j'entends de ton organe vocal, bien sûr, Alessandro, toi, tu fais plutôt partie des barytons ou des basses, oui. Des basses, je la vois très profonde. Oui, c'est bien, ça va. Et après, je fume, ça veut dire. Un basse fumeur, voilà. Un basse fumeur. Eh bien, tu n'es pas le seul à fumer, toi, moi aussi, mais je fume le cigare. Mais on a déjà fumé ensemble. Oui. Donc, des choses légales. Parce oui, que oui. Fumer ensemble, c'est ambigu comme terme. On ne s'est pas connus à 20 ans, je veux dire. Non, ni on signé à 50 ans, 68. Tu étais peut-être même pas né à ce moment-là. Donc, ça me fait penser ce que tu dis sur les pupitres qui répètent. On avait fait un jour un cycle qui s'appelait Écoutez voir sur l'opéra et au cinéma. Et c'est vrai que par rapport à l'opéra réel, je veux dire, c'est en live, en vivant, c'est-à-dire, et c'est en continu. Alors quand vous faites des répétitions par pupitre, c'est très découpé comme au cinéma, au fond. Et après, il faut rassembler. Oui, il y a une espèce de montage, non? Voilà, il y a une espèce de montage. Voilà, oui, mais je dois dire aussi que par rapport, par rapport au travail de l'orchestre, si tu vois, le chef d'orchestre arrive plus ou moins 3-4 semaines avant la première. Il travaille avec les chanteurs et avec l'orchestre. Mais le travail de l'orchestre est tout à fait différent. ils ont leur partition devant, ils jouent, le chef d'orchestre donne les indications musicales pour travailler, et dans une période relativement brève, ils peuvent bâtir le spectacle, alors que le chœur a des challenges, des défis encore plus grands que l'orchestre, parce que parfois, il chante dans une langue différente. Parfois, et il doit apprendre par cœur l'ouvrage quand il doit être sur les plateaux. Et il ne peut pas lire jusqu'au dernier moment. Ils doivent aussi apprendre tous les mouvements scéniques à faire. Ça veut dire il faut, dans la première partie, dans la première étape de ce travail, il faut bien sûr travailler morceau à morceau, presque au microscope, pour garantir toute la partie musicale. Et après, il faut dépenser du temps, des heures, pour mémoriser, pour garder dans la tête le texte, parfois dans une autre langue, et la musique. Et après, quand le chef d'orchestre arrive, il y a encore des indications supplémentaires
différent des indications que j'ai travaillées, à retenir et à reproduire. Ça veut dire c'est un travail assez complexe, je veux dire pas compliqué, parce qu'ils sont professionnels, ça veut dire qu'ils sont habitués à faire ça. Mais c'est complexe, et cette complexité a besoin du temps pour se réaliser. Et en même temps, il faut de l'expérience comme toi pour diriger un chœur, parce qu'il y a aussi une dimension humaine, c'est-à-dire de tenir compte de la psychologie, Voilà, il y a une des méthode caractères, musicale, mais voilà, aussi et il puis il y a aussi faut, une relation humaine, quoi. dans tous les groupes, Voilà. il faut mettre Ouais. en jeu le côté humain parce qu'il y a 40 personnes différentes, 40 personnalités différentes, et 40 problèmes à la fois qui t'arrivent et tu dois être capable de guider, de médier. C'est Eh intéressant ben, aussi pour développer la patience. je pense que c'est une chance pour l'opéra d'avoir quelqu'un comme toi qui a de l'expérience, de la compétence et en même temps qui a le sens humain. Donc ça c'est perfetto, comme on dit en italien. J'espère. Ouais. Alors donc juste une question, c'est le 15 décembre, l'Opéra national du Rhin à Strasbourg reprend, donc le public peut venir. Oui, dans ce jour-là, on commence à recevoir des mails qui nous expliquent la prochaine étape. C'est vrai que le 15, c'est le jour de l'ouverture. Avec quoi? Alors qu'est-ce que vous allez... Alors, dans ce moment-là, on prépare Hänsel und Gretel. C'est une opéra sans le chœur. Ouais. C'est une opéra pour les enfants, si tu veux, parce que c'est une c'est fable, vrai. une conte, l'histoire, tout le monde la connaît. Et malheureusement, la première était prévue avant le 15 décembre, alors on peut pas accueillir le public pour la première. Ça veut dire que les premières deux représentations sont filmées Ah oui, d'accord. et diffusées sur le site, je crois. Il y a un D'accord. streaming. D'accord. Alors que la troisième, jusqu'à la cinquième, je crois, représentation seront dans la salle. Alors comme il y a des restrictions horaires, ça commence à quelle heure? Et ça, je ne sais pas répondre, Ouais. je ne sais pas exactement. Mais après le 15 décembre, il y a C'est aussi jusqu'à la restriction. 21 heures. Oui. Et alors, ça va être Ouais. comme la dernière fois. On a anticipé toujours, et on a commencé à 6 heures, 18 heures. à 18 heures pour finir, pour donner aussi la possibilité aux gens de rentrer chez eux avant 21 heures. Donc le 15 décembre, nos chères spectatrices et spectateurs pourront venir à l'Odyssée vers 14 heures et à 18 heures aller à l'Opéra pour... Il un faut regarder sur le site si le 15 décembre il y a un spectacle, exactement le 15 décembre. Mais on va rouvrir l'accès bien. au public, C'est bien. la billetterie sera ouverte pour planifier tous les spectacles qui vont suivre. Alors une question, en espérant qu'elle n'est pas discrète, mais rassure-toi, ça c'est juste pour Moi, faire je contrôler. réponds à toutes les questions. Depuis quand tu es à Strasbourg? Oui. Quand es-tu arrivé à Strasbourg? Et d'où viens-tu? Alors, moi, Je ne demande pas qu'au Vadis, où vas-tu, mais... Oui, oui. d'où- Moi, je viens de l'Italie, moi, je viens de Rome, ça veut dire que j'ai grandi à Rome. Il y a une histoire assez curieuse dans ma biographie parce que je suis né à Tunis, mes parents étaient à Tunis, mes grands-parents étaient à Tunis. Le père de mon grand-père était musicien à l'Opéra de Tunis, il jouait les violons. Et ça veut dire que à la troisième génération de cette histoire d'Italiens qui vivaient à Tunis, moi j'ai acquis la nationalité française par Oui, hasard, oui. par hasard si on veut. Et alors je suis italien-français, mais j'ai grandi à Rome. Ça veut dire j'ai passé toute ma jeunesse à Rome jusqu'à l'âge de 20 ans. Après j'ai commencé à travailler, commencé à voyager, je me suis déplacé d'abord à Vérone, on dit en français, à Vérone, après je suis rentré à Rome, après à Ancona, j'ai commencé à voyager. Comme Italien, j'ai travaillé jusqu'à l'année 2002 en Italie, et après j'ai fait 16 ans en Allemagne. J'ai travaillé à Francfort d'abord, et après j'ai travaillé à Leipzig. Avant de venir ici, j'étais à Leipzig. Entre Francfort et Leipzig, j'ai travaillé aussi un an en Italie, à Trieste,
Oui, je me sens plutôt international, je veux dire. C'est bien. Mais je dois dire aussi que j'avais envie, un peu pour l'histoire personnelle d'être français et italien, j'avais envie de travailler en France. C'est vrai que j'ai travaillé à l'Opéra de Nice, mais pour des périodes très courtes. Et maintenant, je me sens un peu français en Et France. strasbourgeois, depuis, tu es arrivé quand à Strasbourg? J'ai commencé à travailler ici, c'est déjà ma troisième saison. Mais la première saison, C'est en je 2018. n'étais pas titulaire. J'ai fait une saison pour remplacer la chef du chœur qui était partie. Et après, j'ai accepté de rester. Ça veut dire C'est trois saisons, c'est ma troisième saison. Ben, c'est bien, en tout cas, c'est formidable. Alors, une autre question, cher Alessandro. Tu vois, on est dans une salle vide. Oui. Les mauvaises langues diront Mais qu'elle qu'on est souvent vide. on ici va à l'Odyssée, remplir. mais Moi, oui. je viens remplir la salle quand c'est possible. Oui, voilà. Et à l'opéra aujourd'hui, c'est vide aussi. Oui. Alors, c'est quand même une pratique culturelle sans public, c'est quand même très très frustrant. Heureusement, j'espère que ça va être tout à fait provisoire. Mais Oui, c'est pendant provisoire. cette période de confinement, euh, les gens se sont repliés. D'abord, on s'est rendu compte que la culture était indispensable. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas uniquement un tuyau ambulant. Il a besoin d'autres nourritures que les seules nourritures terrestres, ou plus exactement que les nourritures spirituelles et artistiques font partie des saveurs des nourritures terrestres. Sinon, Oui. ça n'a pas le même goût. Oui. Et c'est du lien social, c'est ça qui est bien. Tout à Quand fait. c'est dans des salles en public, et c'est la même chose pour l'opéra. Alors, qu'est-ce que toi, ça t'inspire comme réflexion sur le risque dont certains parlent que maintenant les gens se replient sur une atomisation des relations, des rapports sociaux, sur des pratiques culturelles qui seraient ce qu'on appelle des pratiques de salon, alors que c'est les pratiques culturelles à caractère social, en partage, en public, en collectivement. Qu'est-ce que ça t'inspire comme... Est-ce que les pratiques sociales, culturelles, sont en danger d'après toi ou pas? Ben, pour moi, c'est très, très important. Moi, comment dire, j'accepte même dans ce moment un peu, non, un peu très dur, toutes les expériences qu'ils ont fait pour continuer à diffuser la culture. Ils ont fait des streamings, ils font des émissions. Moi, personnellement, je fais aussi de la musique à distance. Mais c'est pas, je l'accepte comme chose temporaire. Je ne peux pas m'imaginer qu'on va réduire les rapports sociaux ou la diffusion de la culture avec des moyens si restreints j'espère vraiment que cette chose, je sais que cette chose va finir et qu'on va continuer. On voit déjà, moi j'ai écouté le dernier discours. Et dans ce discours-là, le dernier qu'il y avait, on a nommé la culture pour la première fois. On a dit la culture est nécessaire, la culture doit reprendre, mais doit reprendre comme avant. Je peux accepter, je peux serrer les dents et accepter pour le moment, mais c'est important de continuer comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Si, c'était si, ça. tu as très bien compris Ok. la question. Mais en même temps, moi, la question que je me pose en tant que programmateur ici à l'Odyssée, on a essayé de faire un drive-in, nous, Oui, notamment pour faire une action en direction des quartiers, parce que ce sont les populations des quartiers qui ont le plus souffert et subi le côté pénible du premier confinement. oui. Bon, heureusement, il y avait le printemps qui s'amorçait, donc c'était quand même... alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas le printemps, mais il y Non, a l'hiver il y a qui la avance. neige. Il y a la neige, le froid, l'obscurité plutôt aussi dans la journée. Euh, mais est-ce que tu penses, toi, que... C'est-à-dire on a essayé de descendre dans la rue, finalement. C'est-à-dire que c'est bien, il faut qu'il y ait des lieux comme l'opéra, comme l'Odyssée, comme les salles de cinéma, les salles de spectacle. Mais je me demande si de temps en temps ces lieux ne pourraient pas imaginer quelque chose d'un peu audacieux, d'un peu nouveau, et descendre dans la rue.
Oui. Moi, tu vois, j'étais un jour en Italie, qui est un pays que j'adore. C'est pour moi le pays de l'opéra et de la Mhm. musique. Et j'étais à Lucca. Et il y Oui, avait une espèce d'amphithéâtre. oui. Et il y avait une représentation d'opéra à laquelle on est allé. Et c'était extraordinaire parce que, contrairement au public un peu pingouin, tu sais, queue de pie, smoking, Oui. euh, grand apparat, euh, tu avais les familles qui étaient là. Alors ils avaient apporté leurs saucissons, leurs bouteilles de vin. Ils buvaient, ils mangeaient, ils écoutaient, ils suivaient. Et de temps en temps, quand il y avait l'aria, eh ben, ils participaient. Je ne sais pas si dans une salle d'opéra, le public soudain commence à chanter. Et Ça peut moi, passer, ça peut passer que le ouais, public chante Va pensiero avec ouais. Muti, mais ce sont Mais des... dans la rue. Et est-ce que tu penses, toi, que c'est l'activité principale, bien sûr, c'est dans les salles, mais qu'on ne devrait pas un peu imaginer, quand le climat le permet et la sécurité sanitaire le permet, de descendre dans la rue, non pas pour faire des manifestations, si, pour manifester culture, Oui. pour manifester l'art, voilà. Absolument, absolument. Je pense qu'il faut continuer. On peut faire les deux choses, mais il faut continuer. La diffusion, pas dans les lieux où il y a le cinéma ou l'opéra. Il faut quand même diffuser cette chose. Et ça, je l'ai bien appris en Allemagne, où personnellement, j'allais à l'université à faire des petites conférences et s'il y avait un titre, une opéra à faire pour préparer les étudiants, pour l'inspirer à venir. Ça veut dire il faut aller aussi, c'est pas seulement accueillir le public, mais aller, comme tu dis, dans la rue. Mais à Leipzig, il y avait une des plus grandes orchestres au monde, avec des chefs toujours très connus et très célèbres. Ils faisaient ils montaient une tribune dans un parc et les gens venaient, comme tu as dit, avec faire les pique-niques et écouter la musique classique. Ça veut dire qu'il faut sortir aussi de notre théâtre pour aller vers eux, c'est important. Et moi, je continuerai. C'est vrai que maintenant, on a découvert des choses, je ne sais pas, on a découvert beaucoup de choses pendant le confinement. Même les Samson et Dalila on a réussi à réaliser. On a mis les chœurs, pas sur le plateau parce que c'était impossible à cause des règles sanitaires, mais dans la troisième, quatrième galerie. On a écouté pour la première fois un son différent. C'était la nécessité, mais nous a inspiré pour des autres moments. Ça veut dire qu'on peut garder des choses, pour faire un exemple banal. Ma sœur en bistrot à Rome, elle a commencé à faire à apporter au delivery, take away, comme on dit en français, je ne sais pas. Le take away, c'est apporter, mais aussi à livrer. Oui. À livrer, mais elle m'a dit, tu sais, peut-être je continuerai à faire ça parallèlement. Ok, ça c'est la nourriture, c'est une autre chose. Mais la culture, il faut aller. Et moi, j'avais des projets qu'ils ont fait dans dans l'Opéra du Rhin avant que j'arrivais. Ils sont allés, la chef de chœur qui était avant moi, elle est allée dans des quartiers même un peu difficiles, comme on dit, dans les écoles, pour parler, pour raconter, parce que parfois on ne sait pas, parfois il y a cette timidité, comme on dit. Et il y a des gens qui pensent si je vais à l'opéra, je dois être préparé, je dois être habillé, tous des filtres qu'il faut. En Allemagne, ils sont spécialistes pour ça, parce que dans les théâtres, tu peux rentrer quand tu as 1 an, tu es déjà avec la musique, tu es déjà dans les lieux, tu ne sens pas cette différence. Et c'est important d'aller dans les écoles, de faire des choses comme tu as fait. Et pour le cinéma, peut-être c'est encore plus facile, il ne faut pas une préparation. Ouais. Oui, pour comprendre le film, bien sûr, il faut avoir une préparation littéraire, blablabla. Mais pour projeter un film, pour donner un concert, un spectacle, c'est une bonne idée de continuer. Et ce confinement nous a appris aussi des choses comme ça. Ben oui, nous aussi, on fait un travail en direction des quartiers. Alors, notre délégation de service public se termine en décembre 2021. Je ne sais pas si on sera reconduit ou pas. Je ne sais pas ce que la ville veut faire. Mais en tout cas, l'année 2021, ça va être une année de travail
en direction des populations des quartiers pour couper ou casser cette séparation entre centre-ville, soi-disant l'élite, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. Et je suis d'ailleurs contre l'élitisme, moi je suis pour l'excellence, et l'excellence, Voilà. c'est un bien commun, c'est tout Oui. le monde, voilà. Et on va faire en printemps 2021 le Festival des quartiers. Alors, puisqu'on parle de cinéma, quel est ton rapport au cinéma? Le premier film qui t'a impressionné quand tu étais enfant, Ah oui, je est-ce sais. que tu t'en souviens? Le premier film qui m'a impressionné, c'est le film terrible. Mais je ne sais pas comment il s'appelle, Marcellino Panevino. C'est Oui, l'histoire, c'est l'histoire de cet enfant qui meurt parce que malheureusement c'est un scorpion qui le pique. qui le pique et il voit. Mais c'était dans la paroisse que j'ai vu ça, mais c'était la première histoire dramatique. Ces enfants qu'on pouvait se miroiter, comment Ouais. identifier avec ça. Qui, quand il meurt, puis piqué par un scorpion, il voit Jésus, comme ça. Alors j'étais très impressionné. Ça, c'est vraiment le premier film. Après, j'ai vu des autres choses, moins dramatiques, si tu veux. Mais ma passion pour le cinéma, j'allais toujours au cinéma, bien sûr, quand j'étais adolescent. J'allais presque tous les semaines au cinéma, pas 2, 3 fois par semaine. Mais après, quand j'étais à l'université et que j'ai commencé à étudier un peu le cinéma, ça veut dire avec un professeur qui t'apprend à lire le film, pas seulement à être passif, mais à noter. J'ai commencé à noter qu'il y avait le montage, qu'il y avait la scénographie, qu'il y avait la musique, qu'il y avait une esthétique. Le cadrage, les mouvements de Si, caméra. les Oui. mouvements de caméra, l'esthétique du cadrage même. Et j'ai eu la chance de commencer avec Antonioni et ça, il y avait beaucoup de matériel à analyser. Et après, cette chose est continuée et je vais souvent au cinéma. J'ai attendu pendant le premier confinement, j'ai rêvé d'aller au cinéma. Mais dans une époque comme la nôtre, on peut voir des films sur Internet, on peut les louer. Mais c'est pas la même chose que sur un Mais grand c'est pas écran la même comme ici, chose. tu vois. C'est pas la même chose. Moi, je voulais jamais, mais cette fois, je l'ai fait. Et le confinement a contribué à ça. J'ai acheté un grand écran pour voir à la maison parce que pour moi, même dans la télévision, c'était différent. Je ne pouvais pas regarder un film. Il y avait trop d'objets c'était une distraction à voir des choses. Moi, j'aime être envahi par l'écran. Et bien sûr, on voit plus de détails, on n'est plus plus d'émotion. Alors, quels sont les cinéastes et les films? Tu as évoqué Antonioni, et c'est vrai qu'en Italie, nous avons la chance, pas seulement les Italiens, mais Oui, ouais, tout le monde. tous les cinéphiles et tout le monde, chance de voir qu'il y a d'immenses génies cinématographiques, que ce soit Visconti, Rossellini et beaucoup d'autres. Le Sica, on va faire aussi. De Sica, voilà. Et donc, quels sont les cinéastes, mais pas seulement italiens, qui sont importants à tes yeux et quels sont tes films tu sais, c'est ce qu'on dit, si tu es obligé d'aller sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporterais comme film avec toi? Alors, Fanny Alexander, Ouais, désolé, ça évidemment. pour moi c'est un peu comme la Bible. C'est un film tellement plein de choses qui regardent la vie et l'être humain. Je pourrais pas les laisser à la maison. Combien de films je dois choisir? Autant que tu veux, pas 120 quoi. Deserto Rosso, Oui, Désert Antonio, Rouge, dans ta Désert Rouge, avec Monica après des Bellucci. mais même différents, qu'ils n'ont pas la même, comment dire, épaisseur. Oui. Harold de Mode, j'adore. Harold de Mode, Dancer in the Dark, Lars von Trier. Et italien, est-ce que je dis italien Tu as dit le Désert Rouge de Antonioni. Ah oui, je dis Antonioni. Visconti, c'est pas mon préféré, mais il a fait des choses. Bon, Pourtant, la c'est un Venise. metteur en scène d'opéra aussi, Visconti.
Si, bien sûr, la Traviata de la Callas. Ben, on peut dire Mort à Venise, même si, je ne sais pas, c'est difficile. Ça peut quand on me demande quel est ton opéra préféré. Moi, je n'ai pas une opéra préférée, et même un compositeur préféré. Mais les cinéastes, bien sûr, j'ai déjà dit Ouais, Fontrier. c'est bien. Alors, écoute, oui, moi j'ai en tout cas un compositeur d'opéra qui n'est pas mon préféré, c'est Richard Wagner. Ah Je oui, l'ai je déjà sais, dit. on a parlé de Et ça. j'assume mon rôle de plouc anatolien. Non, Et j'étais. non, mais c'est idéologiquement. Et je Ah, trouve quand même bizarre que on n'accompagne jamais, même ce qu'on peut apprécier sur le plan musical de oui. Wagner, d'un commentaire au moins, à tout le moins sur ses erreurs. Euh, et encore, le mot est très light, trop léger même, sur ses erreurs. Ce qu'il avait écrit, que j'aime beaucoup, il a dit: je sacrifierai toutes mes orchestrations pour une courbe mélodique de Bellini. Norma, Oui. et là, il était lucide. Et là, Et je sais, parti pris. Voilà. il était lucide. Mais il a fait pour son pays et pour la musique un travail énorme, colossal. Il a bâti des cathédrales, on ne peut pas nier Ouais. ça. Après, au-delà du goût personnel, moi, j'aime la musique de Wagner, ça ne me fait pas de. Mais il y a des choses qui sont vraiment pas nécessaires. Comme il disait, c'est pas nécessaire d'avoir une quantité énorme pour apprécier les petites choses. Et parfois, des petites choses, ça peut ressortir une émotion plus grande. Mais c'est vrai que pour ce moment et pour la population, c'était bien, je crois, d'avoir ce type de spectacle qui hypnotisait un peu le public, qui le rendait dans un rêve, alors que nous, en Italie, on avait Verdi qui nous incitait plutôt à l'action, alors que les Allemands voulaient se remplir de cette chose. Ce sont deux dimensions différentes. Mais il faut trouver des bons côtés partout. Et alors, non, pour revenir au cinéma, oui, tu aimes Bergman, tu aimes, tu l'as dit, Antonioni. Maintenant, j'essaie de regarder même les réalisateurs français aussi des années 60-70, quand j'étais trop petit. Pour le moment, je suis dans Chabrol. Je regarde tous ces films, j'essaie de regarder tous ces films et je l'aime, mais après, j'ai vu Truffaut, René. René, c'est très bien. Moi, je suis un peu plus réservé par rapport à la nouvelle vague, parce Ah, que la nouvelle vague française, finalement, elle a abouti aussi à une forme de cinéma classique. C'était surtout une génération de critiques de cinéma, oui, d'assistants, oui, réalisateurs, c'est vrai. qui voulaient prendre le pouvoir. Donc, ils ont chahuté ce qu'ils appelaient les vieux, les dinosaures de la qualité française. Mais dans les dinosaures, il y avait aussi des très très bons réalisateurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Et outre-Atlantique, c'est-à-dire du côté de l'Amérique, il y a des réalisateurs que tu aimes? Je dois dire, je dois avouer, je ne connais pas trop. Orson Welles, Ouais. je connais les classiques, mais je n'ai pas continué, je n'ai pas cultivé une passion pour les. Ou un genre, il y a par exemple la comédie musicale avec Fred Astaire, Ginger Rogers. Ça, c'est des choses qui ne Oui, sont mais pas trop. ça ne correspond pas. Moi, normalement, je ne vais pas voir un film pour m'amuser. Moi, j'ai envie d'être un peu choqué, comme dans l'opéra. Oui. J'ai besoin des grandes questions, j'ai des questions irrésolues. C'est bien quand je sors du cinéma et j'ai des questions à me poser. C'est pas seulement pour m'amuser. Chaplin, mais maintenant qu'on parle, ça me vient Chaplin, ça me vient Fritz Lang, que je n'ai pas cité en Allemagne. Vittorio De Sica aussi. Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, je peux dire, si on veut parler de la comédie, et pour expliquer mon goût, dans Vittorio De Sica, il y a des films qui me plaisent énormément.
Et des films, quand ils sont la comédie dans Naples, comme ça, qui ne me donnent pas de grande émotion. Même si ce que je peux noter, c'est sa capacité de faire réciter, comment on dit, de faire travailler les acteurs. Ça veut dire, bien sûr, si je vois la Ciociara, c'est une chose complètement différente de Carosello Napoletano, où c'est seulement une description comme ça. Mais il a réussi à faire travailler Sofia Loren ou les autres acteurs dans une façon incroyable. Il a même réussi à faire travailler un chien dans Umberto D. Ah, Un chien qui Umberto. s'appelle Flyke. Flyke. Voilà. Flyke. Umberto D, c'est magnifique. Moi, j'adore plutôt ce côté de Sica, de Sica sérieux, là, de biciclette, Umberto D. Ladre di biciclette et le voleur de bicyclette. Le voleur de Umberto D. bicyclette. Ouais. Comment s'appelle ce film familial avec... Amour et chocolat. non, non, avec Mastroianni et Pierre Jacquet. Oui, j'ai oublié le titre maintenant. Mais, Oui, l'histoire de deux frères. Oui. Quand il est dans le côté dramatique, le Sica a des capacités incroyables de te prendre, de te faire émotionner. Alors que quand il est un peu plus léger, oui, je le regarde avec plaisir, mais je pourrais même éviter de le regarder. Non, c'est un grand monsieur de Sica et même, par exemple, il a accepté de jouer le rôle d'être acteur dans un film de Rossellini qui s'appelle Le Général della Rovere, qui est un type qui se fait arrêter pendant la guerre par les nazis et qui se fait passer ou dont les nazis pensent qu'il est un chef de la résistance italienne, le général della Rovere, alors que c'est un petit voleur, voyou, bluffeur. Et finalement, il va rentrer dans ce personnage. Et il va être aussi héroïque que le véritable général de la Rovere, qui ne l'est pas. C'est quelque chose de... C'est formidable sur tous les paradoxes de la nature humaine, ce film-là. Et Vittorio De Sica l'incarne d'une façon magistrale. Voilà. Ouais. Alors écoute, moi je voulais te dire que, parce que le temps passe, et je voulais te dire que nous on est très heureux d'avoir premièrement fait ta connaissance, grâce à Véronica Manson, il faut aussi la saluer. Oui, Véronica était essentielle pour la directrice de l'Institut culturel italien qui maintenant est à Rome, et donc il n'y a pas encore de nouveaux directeurs ou nouvelles directrices de l'Institut. Et c'est la raison pour laquelle nous avons continué, grâce à toi, les trésors du cinéma italien, puisque c'est toi qui incarne au fond le point de vue cultivé, généreux, sensible, artistique italien, en acceptant d'intervenir. Et j'espère que tu continueras. Et quand il y aura une nouvelle directrice, on sera trois. Toi, lui ou elle. Et, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, je suis en contact avec le consul qui prend la situation de l'Institut. On va voir, mais on continue, bien sûr, il faut continuer à montrer les trésors du cinéma. Et alors, je te signale notre prochain rendez-vous, et on va fixer la date tout de suite après cet entretien. Je pense ça sera encore en décembre, je vais te dire, le cinéma rouvre en principe le 15 décembre. Si le nombre de contaminations quotidiennes est aux alentours de 5000. Quand il y a eu le confinement, le deuxième, il était à 47 000. Après, quand ils ont déclaré qu'il y aurait rouverture, si tout va bien, le 15 décembre, c'était tombé à 17 000. Et donc, actuellement, c'est aux alentours de 6 000, 5 000. Donc, si ça reste à ce niveau-là, je pense que la rouverture se ferait le 15. Alors donc, on pourrait le faire ou le 16, ou le 20, ou on va regarder 21 ou 22. On va regarder sur notre... voilà. Et ce sera avec la fille. La fille avec la valise avec de Zurlini. De Valerio Zurlini, qui a un chef-d'œuvre. Merveilleux. Avec Claudia Cardinal, qui elle aussi est née à Tunis. Oui, ma mère allait à la même école, ils se connaissaient plus ou moins, je crois. C'est bien, c'est bien. Quel est le film que tu vas voir ce soir? Si tu as l'occasion de voir un film,
C'est Alors, pour- je continue, je suis assez méthodique, comme on a tous les soirs, on est confiné à la maison. Ce soir, je vais continuer avec Chabrol. Hier soir, j'ai vu les bouchers, j'ai revu les bouchers. Et ce soir, c'est quelque chose avec la justice, je ne sais pas. C'est les films suivants. Je dois L'ivresse continuer. du pouvoir? Non. Non, Avec la quelque chose. justice et Isabelle Huppert. C'est quelque dans les titres, il y a Justice, mais sont des films que je ne connais pas, je dois découvrir. Je continue avec Truffaut et Chabrol pour le moment, et après on va voir. Non, au milieu, j'ai vu la quatrième série de The Crown. Ah oui, Oui, parce moi aussi. qu'il fallait la voir. Et maintenant, il faut attendre un an pour la prochaine saison. C'est incroyable d'ailleurs cette série parce que Si, c'est ça vraiment montre, incroyable. c'est ça qui est aussi surprenant et assez fascinant dans le, pas seulement le cinéma, mais la culture, la façon de voir, Oui, British façon de voir. Euh, C'est-à-dire de rien, de quelque chose qui est insignifiant, ils en font quelque chose qui devient signifiant. Il y avait le film, si tu te souviens, Le discours d'un roi, ah oui, c'est-à-dire le roi, on lui demande de lire sans bégayer Oui. le discours au début de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et il arrive à le faire. C'est quand même un événement banal. Mais c'est un film qui nous occupe et qui nous attire et qui nous fascine pendant 2 heures. Parce que franchement, il y a des prouesses beaucoup plus héroïques que de lire un texte oui, sans mais c'est un bégayer. film extraordinaire. Et c'est ça qui est formidable. Et dans The Crown, ben on voit un peu tout ce protocole, aussi tout ce cortège de méchanceté, Oui, d'inhumanité qu'il Oui. y a. Et le film est un peu dur avec la figure du prince Charles. oui, Parce que par rapport, il prend plutôt parti pour Lady Diana, Lady Oui. Di, que pour Charles qui... mais c'était aussi ce qui passait à l'époque. Tout le monde était concentré sur elle, c'est la vérité. Mais c'est bien parce qu'on revoit l'histoire du siècle passé, parce Ouais. qu'elle a vécu presque tous les siècles. Parce qu'on fait, Et elle est même encore au début du XXIe siècle. hein, Oui, la oui, reine. c'est comme revoir l'histoire Ouais. de notre siècle, du siècle qui est passé à travers. Oui, mais. Le siècle qui était le millénaire d'avant, puisque c'était avant 2000. Voilà, voilà. Même si je ne suis pas quelqu'un qui aime les séries, Ouais. je dois dire, parce que je préfère un film qui commence et qui finit. Mais ça et les deux séries de Sorrentino, je les regardais avec plaisir. The Young Pope et The New Pope Ah oui, de oui, ça, je Sorrentino, l'ai pas vu, oui, oui. qui sont aussi. Qui est aussi un grand Mais ça, réalisateur. c'est plus sur la fantaisie, hein. Alors que The Crown, après, j'ai contrôlé sur Internet, j'ai vérifié, je lis des articles, surtout des événements que j'avais oubliés, même des événements pas si importants, mais l'avalanche, L'avalanche. oui. l'avalanche qui était en train de tuer Charles, j'avais oublié ce Oui, détail-là. moi aussi, je crois que j'avais même pas... C'est intéressant. On n'en en avait fait. pas trop parlé en France, oui. Oui. Écoute, pendant que je te laisse réfléchir au mot de la fin que je vais te demander de bien vouloir dire, moi je voudrais de nouveau dire devant toi et devant tous les spectatrices et les spectateurs que je suis très heureux que tu nous aies fait l'amitié de venir. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de pouvoir faire ta connaissance et je suis très 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 heureux qu'ensemble on mène ces soirées projection débat des trésors du cinéma italien. Et comme dit un poète turc que moi je cite souvent, Nazım Hikmet, je nous souhaite à notre collaboration beaucoup de beaux jours parce que ce poète il disait la plus belle des mers est celle dans laquelle l'on ne s'est pas encore baigné. Les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus. Voilà. À toi le mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que je peux dire après cette chose? Moi, je vis et je vois une espérance. Et ça, c'est peut-être ce que je vais souhaiter aussi, pas seulement dans le travail, mais dans la reprise des rapports humains. On a envie de se retrouver et peut-être que c'est ça, l'espérance de se retrouver, on va se retrouver pas seulement au cinéma, de se retrouver comme être humain. Peut-être c'est le cadeau qui va arriver avec le nouvel an, j'espère.
Il faut Et espérer. je vous souhaite à vous tous. Merci, et à toi aussi, bien sûr. Merci Merci. beaucoup, cher Alessandro. Merci Farouk de m'avoir invité. Au revoir. revoir.